Aujourd'hui, notre compatriote se cache. On ne sait pas exactement où il est en Europe. Il se cache parce que, effectivement, une fatwa juridictionnelle et diplomatique vient d'être orchestrée contre ce gamin. Michel Ngachou fait des révélations sur la situation de Jérôme Benoum qui a appelé à l'élimination des Bamileke. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je m'appelle Michel Ngachou. Je suis au Cameroun. J'habite la ville de Douala au Cameroun. Donc, je ne parle pas étant hors du Cameroun. Je parle étant au Cameroun. Je parle étant en terre camerounaise. Et pour dire aux jeunes qui ont mon âge, bientôt la quarantaine, que vous aussi, vous pouvez parler en tant que jeune Camerounais étant au Cameroun et dire exactement ce que vous pensez en tant que Camerounais étant au Cameroun. Ce qu'on a mis dans vos têtes, que non, on ne peut pas s'exprimer, on ne peut rien dire, on ne peut pas donner son avis, son point de vue, qu'on arrête de vous mentir, vous avez le droit à la parole. Vous avez le droit à la liberté d'expression. Vous avez le droit à la liberté d'opinion, qui ne sont en aucun cas attaquables, parce que c'est inscrit dans la constitution du Cameroun, ne serait-ce qu'au préambule. Pour ceux qui savent ce que c'est que le préambule, c'est-à-dire que c'est ce par quoi on commence un texte de loi ou un texte, voilà, c'est le préambule, quoi. On commence par là, pour pouvoir rentrer dans les données les plus importantes. Donc, il faut arrêter d'avoir peur et de dire, non, vraiment, si je parle comme Michel Ngachou, non, on vous fera rien. Bon, d'accord, on va vous dire, il y a eu des jeunes qui ont parlé comme ça, et puis c'est un abus d'autorité. Et je dis tout le temps que si les gens prennent sur eux de le faire, mais qu'ils n'oublient pas que nous sommes des Africains, et que s'ils le font, qu'ils fassent jusqu'au bout. Parce que si on sort de là, si on a 1 heure de respiration, pendant que celui à qui on est en train de faire du mal, ou on aurait fait du mal, sera en train de partir, vous allez le suivre au fur et à mesure. Ça ne va pas tarder. Donc, ce que je voulais simplement vous dire ce matin, c'est qu'il y a un jeune Camerounais, un enfant de ce pays, un enfant qui laisse son père, sa mère, ses frères ici au Cameroun. Parce que sous Paul Biya, il n'y a aucune chance de s'en sortir au Cameroun. J'en suis la preuve vivante. Pas que tu n'es pas talentueux, mais parce qu'en fait le système ne permet pas aux gens comme toi, chacun dans sa posture, chacun dans son talent, chacun dans sa dimension de pouvoir s'en sortir. Donc, le jeune Camerounais là, on a un compatriote qui a compris que c'était difficile pour lui au Cameroun. Que le système aux joulatistes n'a offert aucune chance à la jeunesse camerounaise de s'en sortir. Il a donc choisi de faire ce qu'on appelle le Boza. Il a pris les chemins de la Méditerranée. Il a traversé la Méditerranée avec sa jeune fiancée et un enfant, dit-on. Je ne sais pas si l'information est vérifiée, mais on dit qu'il a eu un enfant. Et ils ont choisi de traverser la Méditerranée et se retrouver de l'autre côté de la Méditerranée. Comment vous expliquer que les gens qui sont partis du Cameroun, dans des conditions atroces, difficiles, une fois de l'autre côté de la Méditerranée, se retournent contre le peuple camerounais, se retournent contre le souverain, se retournent contre ceux avec qui ils souffraient ici, et commencent à chanter les louanges d'un système? Comment vous expliquez ça? Voilà comment l'enfant se retrouve sur un panel TikTok avec un tribaliste reconnu, un mec qu'on appellerait Mode United, reconnu ouvertement, qui a choisi justement de rassembler une caste de personnes frustrées par un système et de désorienter leur perception de la guerre ou du combat que nous devons mener et de leur faire comprendre que le combat que nous menons n'est pas un combat qui se veut politique, mais c'est un combat qui se veut tribal. Et c'est comme ça que sur TikTok, et il n'est pas seul d'ailleurs, ils ont dans ce qu'on appelle une horde de Camerounais qui se retrouvent et qui en longueur de journée ne font que la promotion du tribalisme. Mais seulement, on dit souvent chez nous que le désordre est collectif, mais l'échec est individuel. Le désordre est collectif, mais l'échec est individuel. Notre compatriote camerounais, notre enfant, notre frère issu de la terre-mère, Cameroun, qui s'est retrouvé là-bas, n'a pas compris fondamentalement que le fait qu'il ne connaisse pas son histoire est un problème pour lui. Et le fait que les gens comme les Mono United, les milliardaires, les Ekampati, ils sont très nombreux sur les réseaux sociaux, sur TikTok, on les rassemble et on fait effectivement, on va dire, des moutons que l'on traîne sur une trajectoire sans issue. Il n'a pas compris que lorsqu'on parle devant une caméra, il faut avoir la capacité de bien manier sa langue. Il faut savoir justement tourner sa langue. Il faut savoir quoi dire et ne pas. Et c'est-à-dire quoi dire et quoi ne pas dire. Il n'a pas compris qu'est-ce qu'on appelle des limites. Il n'a pas compris en réalité que les déclarations que nous faisons devant nos caméras peuvent nous être préjudiciables. Aujourd'hui, notre compatriote se cache. On ne sait pas exactement où il est en Europe. Il se cache parce que, effectivement, une fatwa juridictionnelle et diplomatique vient d'être orchestrée contre ce gamin, pour qu'il vienne répondre de son appel au génocide sur le pays Bamileke. Vous savez, je vous l'ai toujours dit, ce cas est un cas peut-être isolé, mais en terre camerounaise, ils sont très nombreux qui attendent ce qu'on appelle l'occasion du génocide. Ils sont très nombreux qui au quotidien construisent un idéal autour bien évidemment du génocide. Ils sont très nombreux qui attendent effectivement de dire que nous ne pouvons pas laisser que le pouvoir aille entre les mains des Bamileke. Il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour que les Bamileke ne prennent pas ce pouvoir. Pourtant, je parle encore de moi, en mon propre nom. Je m'appelle Michel Ngachou. En 2017, j'étais un pro-cabraliste. Je dis j'étais un mec qui... Je buvais Cabral, je respirais Cabral. Je m'en foutais de savoir que Cabral était un enfant issu de l'Union et qu'il est. Parce qu'au-dessus de chacun d'entre nous, c'est le Cameroun qui est gagnant. Je me foutais de savoir que Cabral était un enfant, je ne sais pas d'où il vient, mais c'est seulement que Cabral est un fils Bassa
Je ne sais pas si c'est d'Union Ekele ou de la Sanaga Maritime ou je ne sais pas, je ne veux même pas savoir. Parce que ça ne m'intéresse pas. Et nous étions des pro-cabralistes et nous supportions Cabral sans regarder ses filiations tribales ou ethniques. Non, ça ne nous intéressait pas. Ce que nous avons vu en 2017, c'est que nous voyons un jeune Camerounais, un enfant qui était enfant et qui osait dire des choses. Et nos jeunes Camerounais, nous nous retrouvions vraiment dans son discours de jeunes qui osaient. Et nous nous sommes dit, il faut accompagner ce jeune-là en tant que jeune. Il faut bien sûr rappeler que le même Cabral Libi Ngué est arrivé avec 11 millions d'inscrits, un joli projet que nous avions aimé, mais et on a tous vu comment les bâtons lui ont été mis dans les roues pour qu'ils ne puissent même pas prendre le large dans ce projet. En 43 ans de néocolonisation engagée, orchestrée, entretenue, en 43 ans de protection de l'impérialisme français, parce que c'était un fils de la France, en 43 ans, ce qu'on nous sert aujourd'hui, c'est de nous dire, nous devons rester plus que jamais divisés. Mes chers compatriotes, j'avoue aujourd'hui que j'ai beaucoup de gêne pour notre compatriote camerounais qui aujourd'hui se cache. Et nous le cherchons effectivement parce qu'on ne peut pas le laisser. Il faut bien sûr que la riposte sévère qu'il va subir soit celle qui servira d'exemple et de modèle aux autres. Parce que de l'autre côté, ou surtout de l'autre côté de la Méditerranée, il peut fuir, il peut se retrouver en Turquie s'il veut. Même en Turquie, on va le traquer et on va le retrouver. Et on va le ramener au Cameroun. Peut-être pas pour le sanctionner, mais lui dire, viens donc que nous vivons ensemble au Cameroun. Et que tu puisses effectivement t'engager à prendre la matière comme tu l'as dit et en venir à bout des Bamileke comme tu as énoncé effectivement. Je voudrais ici, ce matin, dire que cette déclaration de cet enfant a été faite, mais on n'a pas entendu Cabral Libi Ngué, j'insiste, Cabral Libi Ngué, de la faction PCRN. On ne l'a pas entendu s'exprimer parce que la langue dans laquelle il parlait, c'était en langue de Bassa. Et ce n'est pas parce qu'il le dit, ce que cet enfant a dit. Ce qu'il a dit n'engage pas tous les Bassa parce que les Bassa ne sont pas les tribalistes. Mais il y a une faction d'enfants aujourd'hui qui est résolument attachée à des valeurs de division. Vous leur demanderez, mais qu'est-ce qui peut sous-tendre votre engagement à la division des classes camerounaises? Qu'est-ce qui peut sous-tendre bien sûr votre projet à diviser les Camerounais? Ils ne vous diront rien de façon concrète. Donc, les déclarations de ce Camerounais, de cet enfant isolé dans la diaspora, ça l'engage lui et ça n'engage pas tous les Bassa du Cameroun. Parce que les Bassa, avec lesquels nous avons grandi, moi j'ai un ami par exemple, Bassa, avec qui j'ai fait les bancs, on était à l'université, il s'appelle Alain Ghislain Kanga. C'est lui qui présente le 19h50 sur Canal 2. On est de très bons amis depuis l'université. On était assis sur le même banc lorsque nous faisions justement notre formation en journalisme. Et vous ne pouvez pas me dire qu'Alain Ghislain Kanga, qui est mon confrère, qui est mon ami et qui est mon frère, étant Bassa et moi qui suis Bamileke, nous, dans le Cameroun, qu'on a des problèmes. Donc cet enfant-là a dit ce qu'il avait à dire, ça n'engage que lui. Et il doit répondre de cette déclaration face justement aux Camerounais et face bien sûr à la tribu Bamileke qu'il attaquait ouvertement et farouchement en déclarant qu'il va prendre sur lui, une fois s'il apprend que Maurice Kamto est présent dans ce pays, il va s'attaquer bien sûr aux Bamileke. Je voudrais dire encore que le Ekampati, Mode United et tous ceux qui sont sur ces panels, beaucoup depuis 3 jours ont disparu de TikTok. TikTok parce qu'ils se sont rendus compte de ce que les propos qu'ils ont tenus ont été des propos, c'est-à-dire d'une gravité extrême. J'ai dit à l'enfant que personnellement, j'éprouve un peu de pitié. Mais seulement ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas les laisser. Il va payer de la déclaration. Moi, j'imagine aujourd'hui qu'après ce que le peuple juif a subi avec Hitler, et que vous venez aujourd'hui ne pas reconnaître ce que le peuple bamileke a subi avec exactement Mesmer et la France, et vous levez pour vous attaquer à une communauté qui ne vous doit rien, alors Paul Biya lui-même ne s'est pas encore exprimé là-dessus. Cabral Libi ne s'est pas exprimé là-dessus. Je lisais encore des déclarations de Anne Fégon Noah, du PCRN faction Cabral Libi, qui ne s'est pas prononcé là-dessus. Et effectivement, j'attendais que chaque enfant d'Union Ekele, de la Sanaga Maritime, et chaque enfant du Cameroun, quelle que soit bien sûr de son origine, se désolidarise. D'ailleurs, sur une émission de radio que je présente sur les antennes de Diambo FM, le week-end, vendredi dernier, il y a quelqu'un qui m'a appelé un commando ici à Douala. Le nom, je ne sais pas oublier le nom, c'est Capi. Il appelle immédiatement en pleine émission Michel Gachou. Nous, on ne se reconnaît pas dans ce que cet enfant a dit parce que moi, je suis un Gabassa. J'habite en commando ici à Douala. Et nous sommes avec des gars Bamileke et nous vivons en paix entre nous, les gars Bamileke et Bassa. On n'a pas de problème. Comment dans un pays, et je posais la question sur ma page Facebook, à quel moment certains de nos compatriotes sont devenus aujourd'hui ce qu'on appelle fondamentalement des tribalistes, et parmi lesquels quelques-uns de nos enfants, de nos frères, issus de la communauté Bassa, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui peut justifier une telle attitude aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut nous permettre de comprendre ce que nos enfants auraient eu comme choc psychologique, sociologique, pour pouvoir se dresser contre une communauté qui ne leur doit rien? En fait, tentons de comprendre le mal en profondeur. Le mal est que, en 43 ans au Cameroun, tout a été fait pour galvauder l'éducation nationale. Je reprends. Tout a été fait pour galvauder l'éducation nationale. Ça veut dire quoi, concrètement? Des enfants aujourd'hui sortent de ce qu'on appelle l'école primaire.
n'ont pas en tête le nom d'un seul héros national, ne connaissent pas qui est Oumniobé, ne connaissent pas qui est Osende Afana, ne connaissent pas qui est Mounier, ne connaissent pas qui est Ernest Wangé. Ils ne connaissent pas les leaders nationalistes camerounais. C'est-à-dire qu'à la base, le régime de Paul s'est arrangé à désosser le Camerounais de son histoire et ne même pas lui permettre au moment où il va éclore d'avoir des ailes solides. C'est exactement ce que le régime fait en 43 ans. Et une jeunesse camerounaise aujourd'hui qui ne connaît pas son histoire, merci à Alain Foucault, notre grand frère, qui nous rappelle tout le temps que un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Et il est évident que notre jeune compatriote ait choisi de prendre la route parce qu'il n'a pas d'histoire, il n'a pas d'âme en lui. Il ne sait pas exactement quelles sont les trajectoires qui l'ont engagé pour lui-même. Et dans cette configuration, et vous pouvez donc déduire avec moi, mes chers compatriotes, que sur le plan éducatif, cet enfant-là a fait cette déclaration parce qu'il ne savait rien. Il y a beaucoup de nos compatriotes camerounais. Demandez-leur qui est Oumniobé. Ils vous diront qu'on ne connaît pas qui est Oumniobé. Peut-être qu'ils n'ont même jamais entendu. On vous dit, on entend souvent parler. Mais vous imaginez à quel niveau le régime actuel a ramené le peuple camerounais, où les enfants vous disent qu'ils entendent souvent parler, ils ne savent même pas ce que c'est. Parce qu'effectivement, le régime s'est arrangé à promouvoir ce qu'on appelle l'oppression. C'est-à-dire des gens ne peuvent même plus lire, de peur que si je lis un ouvrage qui peut m'aider à comprendre, de peur même que s'il parvient à me cultiver et à sortir du lot de ceux qui sont guidés comme des moutons de paluche, alors je peux être un problème pour le régime et pour le système. Je préfère ne pas le faire. Mes chers compatriotes, ce matin, je vais vous lire des choses qui vont certainement vous sidérer incroyablement. Afin que chacun d'entre vous comprenne les origines du tribalisme au Cameroun. Afin que chacun d'entre vous comprenne pourquoi aujourd'hui un homme comme Elimi Lobé peut se placer à la télévision, appeler au tribalisme nourri et engagé au Cameroun sans être inquiété. Comment un homme, comme ceux qui sont sur Vision 4 aujourd'hui, je cite le constat de Vision 4 aujourd'hui, qui peut se retrouver permanemment sur la télévision et appeler bien sûr au tribalisme au Cameroun. Je vous donnerai des origines. Comment des professeurs comme Claude Abbé, j'en cite Claude Abbé parce que les faits sont têtus, peut se retrouver, un professeur comme Claude Abbé peut se retrouver sur une antenne de télévision pour appeler encore, d'une certaine façon, qui puisse être, on va dire, de façon subtile, à une sorte de dressement contre une communauté au Cameroun. J'espère que, en revenant sur l'histoire aujourd'hui, les historiens qui sont là, qui me regardent, qui m'écoutent, vont probablement me rattraper si je me trompe, et je leur demanderai humblement que si je me trompe, veuillez, mes chers frères, m'excuser, mais nous redonner les bonnes adresses. Avant que le Cameroun ne soit connu, dans les années 1400, par ce qu'on appelait les Portugais, Fernando Po, et tous ceux qui ont découvert les chars de Dieu, etc., et qui sont installés au Cameroun, je parle ici du Portugal, les Camerounais vivaient en communauté. C'est-à-dire quand vous arrivez en pays Bamileke, ou si vous voulez, chez les Semi-Bantous, il y avait une organisation qui était faite, où il y avait un chef, avec ses 9 notables, et il y avait ses sujets. Et il y avait une organisation sociale. Il y avait une justice dans chaque chefferie. Il y avait une justice dans chaque village. Et on connaissait, chacun connaissait ses limites, fondamentalement. Lorsque vous remontez dans la zone sahélienne, je parle ici de l'extrême nord, du nord, de Ngaoundéré, il y avait des lamidas. C'est que lorsque vous remontiez dans la zone sahélienne, il y avait des lamidos qui avaient une organisation autour d'eux. Et ces lamidos, à leur côté, tenaient effectivement une organisation de leur contrée, ou de leur village, ou de leur domaine, avec leur peuple. Je voudrais vous inviter aujourd'hui, par exemple, à aller dans le nord Cameroun, l'extrême nord, à Garaboulaye, pour comprendre exactement comment est-ce que le lamido de Rebouba lui fonctionne là-bas. Pour le libéralisme communautaire, on parle de communauté. Ça veut dire en réalité que les communautés ne sont pas libres, et il faut bien sûr les libérer entre elles. Et entre autres, ce qui se constate en 43 ans, c'est qu'il y a une communauté de mangeurs et une communauté justement de misérables. Pour le libéralisme communautaire, la communauté effectivement de ceux que j'ai dit tout à l'heure. Remontons bien sûr les éléments du tribalisme. En 1911, les Allemands au Cameroun se sont confrontés avec les pays Bamileke. Pour assujettir les Bamileke, l'Allemand devait tout faire. Et ils se sont rendus compte que c'est un peuple qui connaissait faire. Ils se sont rendus compte que c'est un peuple qui savait justement se défendre. Ils se sont rendus compte que c'est un peuple qui savait justement, par ses méthodes, lutter. Et ce peuple fabriquait déjà des armes à feu. L'Allemagne en 1911 s'était engagée à éradiquer le pays Bamileke. Dans les mêmes méthodes impérialistes, cette Allemagne-là a commencé ce qu'on appelle la diabolisation du pays Bamileke. Parce qu'il fallait absolument diaboliser les autres. Et ne pas laisser comprendre au reste du pays, pour ceux qui n'avaient pas des armes à feu, qu'il ne faut pas se mettre du côté de ces gens-là. Il faut tout faire pour s'écarter de ces gens, parce qu'ils sont extrêmement dangereux. 1911, les historiens ici ne me démentiront pas. Si je me trompe, venez justement nous dire que je suis en train de me tromper. Mais ils n'ont pas pu. Jusqu'à ce que la Première Guerre mondiale arrive en 1914, c'est-à-dire 3 ans après. Et jusqu'en 1918, l'Allemagne est obligée de partir du Cameroun parce que chassée par les alliés de la Première Guerre mondiale, à savoir la France et la Grande-Bretagne.
Non seulement ces deux alliés vont se partager le gâteau au Cameroun, où la Grande-Bretagne va prendre un morceau du Northern Cameroun, et la France prendra le reste. C'est-à-dire qu'un peu plus de 70%, bien évidemment, du Cameroun, et l'Angleterre prendra un petit morceau. C'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun, mais qui est un peu plus grand que ça, sous l'époque allemande. Alors il se trouve que la France s'est donc engagée à faire, au niveau du Cameroun, une sorte d'entrée en politique. La France va renforcer ce qu'on appelle le travail forcé. Et la France, justement, arrivera et saura qu'il y a un peuple au Cameroun qui s'est fait la guerre, c'est le peuple bamileke. Et la France, arrivant, sachant exactement quelles sont les forces de ce peuple bamileke-là, va rentrer dans les mêmes velléités que l'Allemagne, que la France a chassée, pour continuer la diabolisation du peuple bamileke. Et dans cette diabolisation du peuple bamileke, les choses iront bon train. Peut-être le peuple bamileke sera très calme, on ne parlera pas, on continuera à faire ce qu'on sait faire. C'est des travailleurs, c'est des gens qui ont la culture du grenier, j'insiste là-dessus. La culture du grenier veut dire que l'on cultive, on récolte, on mange une quantité, on garde l'autre, on garde les semences et on pense au lendemain difficile, où il y aura la disette. On se demande qu'est-ce qu'on fait que ces temps seront difficiles. C'est pourquoi on parle de la culture du grenier, la culture de l'économie, la culture de savoir garder, la culture de ne pas tout manger, la culture de ne pas penser, de te demander demain ressemblera à quoi. La culture du lendemain qui est sombre. Cette culture est une culture profonde du peuple bamileke. Je voudrais rappeler ici que l'Allemagne est arrivée et s'est rendu compte que le peuple bamileke avait une chose que d'autres n'avaient pas. Le peuple bamileke maîtrisait son anthropologie. Le peuple bamileke connaissait les relations profondes avec ses ancêtres sur le plan spirituel. Le peuple bamileke connaissait fondamentalement qu'est-ce qu'il y avait lieu de faire pour lutter contre les ennemis. Et aujourd'hui, les bamileke pouvaient simplement, jusqu'aujourd'hui, moi-même qui vous parle que je suis bamileke, ils pouvaient vous donner les noms de leurs ancêtres sur 4 générations. Lorsqu'un peuple maîtrise ça, lorsqu'un peuple connaît ça, pour chaque enfant, pour chaque individu, on lui dit, voici ton père, voici ta mère, voici le père de ton père, voici le père de ta mère, voici le père de ta mère, voici la mère de ta mère, voici les ancêtres. Il remonte comme ça sur 4 générations. En pays bamileke, jusqu'aujourd'hui on le fait. Moi j'en suis une preuve vivante. Je suis une preuve vivante du fait que je peux remonter. Et les Allemands se sont rendus compte que ce peuple qui maîtrise son passé, connaît son histoire, est un peuple dangereux. Il faut absolument le désosser de ça. Et c'est ce qui va donc pousser les Allemands. En 1890, passé en 1885, ils vont faire ce qu'on appelle la razzia de l'église catholique au Cameroun. Monseigneur Vieter arrivera bien sûr au Cameroun. Et dans ses manuscrits, il va falloir qu'on lui dise, faites tout pour travestir les peuples du Cameroun, notamment les pays bamileke, pour que ces pays bamileke-là oublient leur spiritualité. Et le projet est bel et bien libellé. Monseigneur Vieter va avancer avec l'église, parce que lui, il est prêté par le temps, envoyé par Otto von Bismarck, et qui rentre bien sûr au Cameroun. Au fur et à mesure, ils vont convertir jusqu'au niveau du Nord Cameroun. Lorsque la France prendra le Cameroun, dès 1918, la France va continuer à le travail forcé. Le peuple camerounais va se dresser contre la France sur plusieurs faits. D'abord, on ne veut pas de la France. La France sachant effectivement que, pour elle, le Cameroun est un acquis de la Première Guerre mondiale, c'est un butin de la Première Guerre mondiale arraché à l'Allemagne. La France pensera qu'il n'est pas question pour elle de laisser le Cameroun et tout faire pour pouvoir maintenir le Cameroun dans sa posture de pays dominé, esclavagisé, impérialisé par, on va dire, une horde occidentale. Et dans cette même lancée aujourd'hui, qu'est-ce qui va donc se passer, mes amis? Il y aura des successions de grèves. Il y aura des successions de grèves et les Camerounais vont dire, nous ne voulons plus de la France chez nous. C'est comme ça que dans les années 35, 37, je pense bien, ici à Douala, moi je parle ici à Douala, il y a eu une grève des cheminots. L'armée coloniale française a massacré centaines de milliers de Camerounais. L'armée coloniale française, c'est consigné. Ils vous disent qu'ils connaissent l'histoire, ils vous disent qu'on va rassembler des gens qui vont venir écrire l'histoire du Cameroun, c'est des faussaires. L'armée coloniale française a massacré des centaines de milliers de Camerounais qui grévaient pour 1, des conditions de vie, 2, les paiements qui ne tenaient pas, 3, parce qu'ils se dressaient contre le travail forcé. Voilà effectivement comment ça se passe au niveau de Douala. Jusqu'en 1933, où la France se rend compte qu'elle est détestée sur le sol camerounais, parce que nous on est des guerriers. Les seuls peuples en Afrique qui ont fait la guerre contre la France, il y a le Cameroun et l'Algérie. La France se rend compte qu'on est dressé contre elle. Va commencer à dire, il faut que nous replions et que nous formons une caste de Camerounais qui devrait gérer le Cameroun comme nous voulons, nous Français, et suivre les injonctions qui soient les nôtres. Voilà comment, à partir de 1933, on fera venir au Cameroun un homme qu'on appelle
Louis Paul Ojula. Il est non seulement enfant français, et puis il aurait même des filiations algériennes. C'est lui qu'on envoie au Cameroun comme étant l'émissaire de la France au Cameroun pour une seule mission. Chercher des jeunes Camerounais qui seront dociles et qui accepteront exactement de faire ce qu'elle a de faire pour être cooptés dans l'administration, afin que la France se retire et lègue au Cameroun une administration pensée par cette France-là, mais des blancs à la peau noire qui dirigeront le Cameroun. Louis Paul Ojula va le faire. Jusqu'en 1945, où on va lui rappeler effectivement qu'il risque de ne plus continuer sa mission au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'en 1948, il y a, ici à Douala, des jeunes qui s'essayent, parmi lesquels les Oumniobé. Oumniobé d'ailleurs qui est un ancien instituteur, qui maîtrise les problèmes du Cameroun, qui maîtrise le droit international, avec des jeunes Camerounais issus de toutes les localités du Cameroun. Il n'y avait pas d'enfant du Cameroun qu'on dirait qu'il est issu d'ici. Osele Afana, par exemple, c'est un enfant du centre. Moumien, c'est un enfant venu des pays Bamoun. Ernest Ouangé, c'est un enfant venu de Bangou. Oumniobé, c'est un enfant venu de la Salada maritime. Ils sont tellement nombreux qui ont compris qu'il fallait se mettre ensemble pour créer en 1948 le premier parti politique du Cameroun qu'on appelait l'UPC. Non seulement ils ont créé l'UPC en 1948, le même Louis Paul Ojula, qu'est-ce qu'il a fait? Louis Paul Ojula se rend compte que l'UPC des temps anciens, qui est le MRC des temps nouveaux, avait l'adhésion de tout le peuple camerounais. Qu'est-ce qu'il fallait donc faire? Il fallait créer un parti politique qui viendrait justement mettre en main les Camerounais et créer le schisme en politique. C'est le seul Louis Paul Ojula qui, en 1950, va créer exactement ce qu'on appelle le Bloc démocratique camerounais, le BBC, qui est l'ancêtre du parti qu'on appelle l'UC. Parce que le même Louis Paul Ojula va créer l'UC. Et comme lui, il a pour mission de choisir les enfants du Cameroun qui doivent diriger le Cameroun au nom de la France, c'est comme ça qu'il crée l'UC. Et à la tête de l'UC, il met un homme qu'on appelle André-Marie Mbida. Il met à la tête de l'UC un homme qu'on appelle André-Marie Mbida. Et il est le président de ce parti politique. Parce qu'il se rend compte que lui, Paul Ojula et son parti politique, ça ne prospère pas. Il a l'argent du Cameroun. Il a l'armée coloniale. Il a les médias. Il a exactement comme le RDPC aujourd'hui. Mais il ne prospère pas sur le terrain. Alors, il faut donc créer des petits partis politiques autour du BDC pour tenter effectivement d'évincer l'UPC, ce qui ne marchera pas. Dans nos consignes impérialistes de la charte de l'impérialisme, dans les dispositions générales, le premier point,